Je suis heureux de vous accueillir à cet atelier. Je suis toujours Morgane Caillot, je suis toujours interne, et mes conflits d'intérêts n'ont toujours pas changé. On se retrouve ce matin ensemble pour se demander, continuer à bien se former, quelle responsabilité? En tant que futurs médecins, nous ne sommes pas sans savoir que la progression des connaissances médicales en rend la plupart obsolètes dès la fin de notre internat. Notre exercice nécessite une actualisation perpétuelle de notre bagage, pour notre pratique, pour nos patients aussi. Ce devoir de formation continue fait partie de l'essence de notre métier, auparavant retranscrit dans le serment d'Hippocrate, le code de déontologie médicale, appartenant depuis 1995 au code de la santé publique, le reprend maintenant en ces termes. Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Il doit prendre toute disposition nécessaire pour participer à des actions de formation continue. Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles. Mais comment cette obligation déontologique se traduit-elle dans la pratique? Actuellement, c'est le développement professionnel continu, que l'on appelle également le DPC, qui remplit ce rôle. Dispositif réglementé qui concerne les médecins installés ou remplaçants thésés, introduit par la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Le DPC est mis en place depuis 2013 afin d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Le professionnel de santé doit justifier d'une participation à un programme de DPC une fois tous les 3 ans. Cette application commencera à partir de 2021. Ce point vous sera présenté par le professeur Anne Botté, médecin généraliste à Romagna et professeur au DUMG de Clermont-Ferrand, DUMG voulant dire département universitaire de médecine générale. En somme, pour l'ensemble des médecins qui seront diplômés en 2020, donc la quasi-totalité des internes présents ici, moi inclus, allons découvrir un nouveau processus mis en place, la recertification. La recertification était initialement un concept anglo-saxon. Elle est déjà présente dans de nombreux pays d'Europe, mais également aux États-Unis et au Canada. En France, la recertification est définie en 2006 par le professeur Yves Matillon, ancien directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, que l'on appelle ANAES, comme la reconnaissance positive du maintien d'un niveau de compétence au regard des critères prédéterminés par la profession. Le Conseil national de l'Ordre des médecins a proposé en 2016 dans son livre blanc une recertification périodique permettant, je cite, de valider les acquis de l'expérience, d'assurer le maintien des compétences et de garantir leur lisibilité vis-à-vis des patients. Début 2016, une première réflexion sur ce dispositif était lancée lors de la Grande Conférence de santé. Lors du Congrès national de l'Ordre des médecins, le 19 octobre 2017, Madame Agnès Buzyn, alors ministre des Solidarités et de la Santé, annonçait le lancement d'une nouvelle mission conjointe avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour la mise en œuvre prochaine de la recertification. Le professeur Serge Uzan a été nommé en qualité de président du comité de pilotage. L'ISNAR-IMG en a été l'un des membres permanents, représenté par Maxence Piton, alors président à cette époque. Le rapport de ce dispositif a été rendu fin 2018 sous le nom de « Certification et valorisation périodique du parcours professionnel des médecins ». Ce processus a ensuite été intégré dans la loi santé de juillet 2019. Il crée une procédure de certification indépendante de tout lien d'intérêt permettant à échéance régulière, au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et le niveau des connaissances. Mais alors, vous allez me dire, mais en quoi consiste précisément cette recertification?
Nous allons vous répondre ce matin. La recertification peut prendre différentes formes et de nombreux organismes proposent parfois des formations pour les médecins, à tel point que parfois, on ne sait que choisir ou comment choisir celle qui pourrait être la plus intéressante pour notre pratique. Nous aborderons donc en fin d'atelier l'épineuse question du choix de nos formations et de la pertinence des sources. Comment se former efficacement tout en trouvant facilement des informations fiables ? Ce dernier point sera abordé par le docteur Paul Schaeffer, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, docteur en sciences de l'éducation et membre du Formindep. Nous vous remercions chaudement à tous les trois d'être présents ce matin pour répondre à toutes nos questions. Sans plus attendre, je laisse la place à Maxence Piton, médecin remplaçant, ancien président de l'ISNAR-IMG et membre du comité de pilotage pour l'ISNAR-IMG du rapport USAN, qui a bien voulu remplacer au pied levé un de nos intervenants. Merci Morgane. Bonjour à tous. Donc je vais commencer par la traditionnelle déclaration de lien et conflit d'intérêts qui va aller vite vu que Morgane en a déjà dévoilé une partie. Donc effectivement, j'étais membre du comité de pilotage de la mission recertification quand j'étais président de l'ISNAR-IMG. J'ai aussi été président de ma structure locale au SARA et actuellement j'y suis encore membre du bureau en tant que chargé de mission prévention des risques psychosociaux. Et donc sur un tout autre sujet que celui qui nous intéresse aujourd'hui, je suis aussi membre du comité directeur du Centre national d'appui en tant que représentant des internes de médecine générale. Donc la recertification, c'était le terme initialement proposé et on l'a souhaité plutôt, on l'a renommé en fait, on l'a renommé plutôt certification et valorisation périodique du parcours professionnel des médecins, et j'ai ajouté autres professions de santé puisque, on va le voir après, à terme, c'est amené à ne pas concerner que les médecins. Donc, il a été inscrit dans la loi du 24 juillet 2009, dans l'article 5, le principe de la certification périodique. La valorisation a pour le moment été omise, mais on a bon espoir qu'elle revienne, qu'elle refigure dans les ordonnances qui seront publiées. Je ne reviens pas sur l'obligation déontologique, Morgane en a parlé. Pourquoi mettre en place un tel dispositif ? Alors, d'abord parce que les médecins étaient demandeurs de cette démarche, et pour plusieurs raisons. La première, c'était de pouvoir garantir une procédure transparente, à la fois pour les médecins et pour le public, de cette formation et d'une qualité de la formation et des soins qu'on dispense. Ensuite, il y avait un enjeu de crédibilité à la fois pour les médecins et pour la puissance publique de proposer des médecins qui régulièrement étaient réévalués et se tenaient à jour de leurs compétences. Donc dans un objectif de qualité des soins, et ce qu'on a voulu y introduire aussi, c'était la possibilité d'évolution de carrière et d'exercice, à la fois avec la possibilité de valoriser, on va le voir tout à l'heure, des compétences qu'on aurait développées dans notre exercice, ou alors de pouvoir aussi se former, se réorienter dans différentes directions. Qui est-ce que ça va concerner ? Donc, sur la suite du diapo, j'ai continué de l'appeler recertification parce que ça prenait moins de place. Mais donc, initialement les médecins. Dans un premier temps, ça sera les nouveaux certifiés. Donc une fois que le dispositif sera mis en place, les médecins concernés seront les nouveaux diplômés. Mais ça sera malgré tout ouvert à tous les médecins déjà en exercice qui sont volontaires pour y favoriser l'adhésion et puis parce qu'une bonne partie est demandeur de pouvoir participer à ce dispositif même s'ils ne sont pas concernés initialement. Et puis ensuite, l'objectif, c'est de l'étendre à différentes professions, donc les chirurgiens dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes et pédicures podologues. Morgane l'a évoqué dans son introduction, on a mis du temps, puisque initialement, il y a une erreur de date, mais ça a été lancé pendant la grande conférence de santé en 2016. Puis il y a eu une première mission qui a abouti à un premier rapport, puis une deuxième mission qui est celle qui était pilotée par le comité de pilotage présidé par le professeur Uzan. Et la manière dont on a fonctionné, c'est qu'on avait un comité de pilotage fixe
avec des représentants des institutions. Donc il y avait le Conseil de l'Ordre, il y avait la Haute Autorité de Santé, il y avait le Conseil du DPC, il y avait l'Agence nationale du DPC aussi. Il y avait des représentants des étudiants et des internes, donc avec l'ANEMF, l'ISNAR-IMG et l'ISNI, puisque c'était eux qui étaient censés être, enfin c'était cette population-là qui était censée être concernée directement par le dispositif. Et puis on avait quelques experts aussi dans le comité de pilotage. Et dans un second temps, on a auditionné énormément de monde, tous les représentants de la profession, les CNP, donc les conseils nationaux professionnels. On avait aussi un membre de la Fédération des spécialités médicales et un membre du Collège de la médecine générale dans le comité de pilotage. J'ai oublié de les citer. Voilà, on a vraiment discuté avec beaucoup de monde et puis on a abouti à ce rapport qui a été mis en place dans la loi santé de juillet et qui doit pour la suite être mis sous forme d'ordonnance normalement avant donc le 24 juillet 2020 puisque la loi prévoit 1 an pour la publication des ordonnances pour une application à partir de 2021. Donc, la première chose qu'on a fait pour essayer de réfléchir à comment on allait mettre en place ce nouveau dispositif, c'était de regarder un peu ce qui se faisait ailleurs. Et ce qu'on retrouve dans les différentes expériences internationales qu'on a étudiées, c'est qu'il y a toujours un objectif de mesure. Et les principales... les choses importantes, c'était que la notion de volontariat pour la participation des médecins était quasiment dans tous les dispositifs qu'on a retrouvés présente, même s'il y a certains pays qui sont plus dirigistes que d'autres en la matière. Et puis il y avait un rôle central des organisations professionnelles, notamment dans la composition des contenus. Sur quels critères on évalue ce dispositif de recertification. Et les 3 piliers sur lesquels qu'on retrouve dans les dispositifs, c'est la place de la formation tout au long de la vie, la formation continue bien sûr, mais pas que. Puisqu'il y a aussi la notion d'activité professionnelle, on certifie un médecin ou un professionnel dans l'activité qu'il exerce et l'expérience qu'il a, et pas dans ce qu'il fait plus ou ce qu'il fait pas suffisamment fréquemment. Et puis il y avait les notions de comportement avec les patients et les collègues qu'on a essayé de retraduire aussi. Ce qu'on retrouvait, c'était qu'il y avait une pluralité d'acteurs, toujours, entre les institutions de formation, les institutions de contrôle, des choses comme ça. Il y avait énormément d'acteurs, et donc il y avait la nécessité toujours d'organiser un dispositif qui coordonne un petit peu tout ce monde-là. On retrouve parfois aussi des choses intéressantes où, dans le temps, les procédures se formalisent un peu. Et on a certains pays où, par exemple, il y a un niveau de complexité qui est croissant. C'est-à-dire qu'ils ont commencé avec un premier niveau et puis ils mettent en place ensuite, dans le temps, des complexités croissantes dans leur dispositif. Alors, comment doit se présenter le dispositif qu'on propose? Là, je vous mets une première fois le schéma, mais on y reviendra tout à l'heure une fois qu'on l'aura détaillé un peu. Là, c'est pour que vous voyez un petit peu le contenu. Et surtout, l'essentiel de cette diapo, c'est que ça ne concerne pas uniquement de la formation. On a introduit la notion de relation patient-médecin, on a introduit la notion de qualité de vie et de qualité de santé du médecin, l'activité aussi, et l'évaluation qui se fait de manière continue pendant toute la périodicité. Et on a aussi introduit la notion de parcours optionnel qui n'est pas initialement inclus dans les critères, mais qui peut permettre de faire valoriser des valences. Le principe général, c'est ce schéma-là. Donc, tout en haut, on a la formation tout au long de la vie, qui se caractérise par le DPC, qui soit indemnisé ou pas, et les autres types de formations qu'on peut suivre dans notre parcours. Nos activités médicales, nos activités extramédicales, la notion de qualité de la relation patient-médecin, la qualité de vie et la santé, et puis l'absence de signaux négatifs, j'y reviendrai un petit peu plus tard pour préciser ce que c'est. Tout ça, ça reflète la vie du médecin et son parcours professionnel, et ça aboutit à sa certification périodique. Les points clés. Donc, on a opté pour une périodicité de 6 ans,
Pour la simple et bonne raison que ça correspond à deux cycles triennaux de développement professionnel continu, de DPC. Un seul, c'était trop court, et plus, ce qu'on retrouve à l'international, c'est que quand la périodicité est trop longue, on a un effet dernier moment de la part des médecins, c'est-à-dire qu'ils attendent le dernier moment pour aller tout valider, et donc il y a un embouteillage énorme dans les parcours de formation. Donc 6 ans, ça permettait une évaluation continue. On a vraiment un rôle central dans l'élaboration des contenus des organismes professionnels, donc les CNP pour les spécialités autres que la médecine générale et le CMG, le Collège de la médecine générale, pour notre spécialité. Et surtout, ce dispositif, on l'a voulu attractif, on l'a voulu simple et on l'a voulu rapide. L'idée, c'est pas de rajouter encore des choses pour les médecins, c'est-à-dire que pour 90% des médecins qui vont répondre aux critères, ça se fera de façon quasi automatique, avec une petite auto-évaluation à préciser, mais tout ce qui va concerner la formation, le but c'est que ça se fasse le plus fluidement possible. La validation finale, c'est pas le terme, c'est l'enregistrement final des données est prévu par l'ordre, puisque c'est lui qui est garant de notre autorisation d'exercice. Une fois que le dispositif dit que ok, on est reparti pour 6 ans, on est recertifié, c'est l'ordre qui enregistre ça, et puis qui enregistre aussi les documents de carrière qui peuvent attester de choses complémentaires, d'éventuelles évolutions de carrière. J'en ai parlé, on a une grosse part d'auto-évaluation. Il n'est pas question de mettre un contrôle extérieur, d'auto-évaluation et de mesures continues, à partir notamment des données transmises par les institutions de formation, mais aussi par des informations transmises par le médecin lui-même. Et il n'est absolument pas question qu'il y ait d'examen ou de remise en cause des diplômes qui, eux, restent acquis en formation initiale et ont leur place aussi dans le dispositif. La certification, elle se veut individuelle et indépendante pour chaque professionnel, mais elle peut intégrer une dimension de travail en équipe. Et on va y revenir tout à l'heure dans les parcours optionnels. Et j'insiste dessus, mais l'évaluation, elle est vraiment faite par les professionnels, l'évaluation des professionnels par les professionnels, puisque le modèle élaboré, il est proposé par les institutions des professionnels, et leur évaluation, les contenus sont élaborés par eux. Et donc, à partir, évidemment, de l'expérience qu'on a pu avoir ailleurs. Petite diapo de ce que ça ne sera pas, histoire de bien insister, de déconstruire un peu ce qu'on avait entendu à droite, à gauche ces dernières années quand on a parlé de recertification. Donc ça ne sera pas un temps, 15, 30 jours, complètement déconnecté de l'activité professionnelle. Il faut vraiment que ça ait un lien avec l'activité professionnelle. C'est absolument pas un 4e cycle avec un examen à la clé. C'est pas une évaluation administrative, on est vraiment sur une auto-évaluation et qui se fait de manière continue et sur des données du terrain. C'est pas du tout un socle ou une base pour amener une rémunération à la performance, au mérite ou toutes ces histoires comme ça. Et c'est absolument pas l'objectif non plus de proposer un classement des médecins entre celui qui serait certifié le plus, certifié moyen, certifié pas bien. Il n'est pas question de ça. Donc le contenu qui sera proposé par les collèges, le cahier des charges pour chaque spécialité sera proposé sous forme de 3 volets. Il y aura un volet commun pour tous les médecins, donc qui sera lui élaboré de manière collégiale entre tous les collèges de spécialité et tous les collèges de spécialité. Ensuite, il y aura un volet spécifique pour chaque spécialité qui sera élaboré par le collège correspondant, puisque c'est eux qui peuvent tenir compte aussi des évolutions du métier, des spécificités de chaque exercice et de chaque spécialité, de leur spécialité qu'ils connaissent. Et puis il y aura un volet thématique prioritaire centré sur les priorités nationales de santé, qui lui sera élaboré en lien avec notamment la HAS et les institutions qui fixent des priorités. Et le contenu valorisant, que j'avais qualifié d'optionnel, ça sera tout un ensemble d'activités qui seront labellisées par les collèges de spécialité, et ça pourra concerner plein de domaines différents. Ça pourra aller de la gestion à la prévention des risques,
l'enseignement et la recherche sera pris en compte, les différentes responsabilités professionnelles, territoriales, tout ce qui permet de contribuer au rayonnement de la discipline, l'interprofessionnel, tout le travail en équipe, la participation aux réunions de concertation, aux revues de morbimortalité, l'implication dans les nouvelles technologies, etc. C'est pas du tout fermé. Chaque CNP labellisera des contenus qui pourront être valorisés comme parcours optionnel. Et les signaux négatifs, pour terminer, donc c'est les condamnations, qu'elles soient ordinales ou non ordinales, la notion de sinistralité, notamment pour les spécialités soumises à accréditation, où il y a il y a souvent un travail d'évaluation de la sinistralité. Si on a une procédure d'insuffisance professionnelle en cours auprès de l'ordre, ça suspend le dispositif le temps et ça amène à discuter du dossier individuellement. Et donc on revient sur ce schéma qui d'un coup est beaucoup plus clair. Donc la périodicité de 6 ans apparaît en haut. On a un espace personnel où sont notées, où sont recueillies toutes les données qui concernent l'évaluation au fil de l'eau durant les 6 ans. Cet espace personnel, il sera sécurisé, la gestion des données sera indépendante, c'est pas encore défini qui hébergera ça, c'est un gros point de discussion, mais il n'est pas question que ce soit l'ordre qui le fasse, justement pour qu'il y ait cette indépendance, ni même une institution ministérielle ou autre. Et tous les critères sont validés de manière, par auto-validation. Donc ressort la formation, ressort le niveau d'activité maintenu, il faudra exercer suffisamment sa spécialité pour y être certifié. Le parcours optionnel est pris en compte et les questions de relation patient-médecin et de qualité de vie seront fournies par le professionnel, par auto-questionnaire. L'idée, c'est de sensibiliser, en fait. C'est pas d'évaluer ou d'aller juger le médecin sur sa qualité de vie ou sur son exercice, mais vraiment de sensibiliser les médecins à prendre en compte ces aspects-là dans leur pratique. Et évidemment, l'absence de signal négatif. Un système d'alerte sera prévu avant l'échéance pour éviter l'effet dernier moment, justement. Et donc ensuite, en fonction de où on en est, donc si le praticien satisfait à l'ensemble du processus, le dispositif émet une attestation de conformité qui est transmise à l'ordre, qui l'enregistre, qui prend acte que le médecin est reparti pour 6 ans, et ça en garantit l'opposabilité. Si quelqu'un vient remettre en cause les compétences, ça peut être dans une procédure ou n'importe quoi, on aura la preuve et l'opposabilité qu'on a satisfait aux exigences du dispositif. Si avant l'échéance, on ne remplit pas tous les critères et qu'il y a une alerte qui précise, l'objectif, c'est absolument de pouvoir accompagner ces médecins-là. Et notamment certains médecins isolés qui auraient tendance à se refermer, à se mettre en difficulté. L'idée, c'est vraiment de les accompagner et de leur proposer une aide en lien avec les intervenants qui voudra, mais principalement en lien avec son CNP ou avec l'ordre, pour lui proposer un parcours personnalisé. Vraiment, l'objectif, c'est que ça soit confidentiel. Ça n'apparaîtra pas ensuite dans le parcours. Une fois qu'il sera certifié, il sera certifié comme les autres. Mais ça permet de l'accompagner. Le but, c'est vraiment d'éviter et de se retrouver dans des situations où le médecin arrive à échéance et est en difficulté. Vraiment anticiper au maximum les choses. Et si malgré toute cette aide, il ne satisfait pas au processus, à ce moment-là, c'est une attestation de non-conformité qui est transmise, qui permet une réévaluation en commission, avec, là encore, mise en œuvre d'un parcours complémentaire, et avis du Conseil national de certification et de valorisation, que je vais vous présenter en toute dernière diapo, avant de passer la parole. Et donc, je l'ai précisé parce que c'est pas nécessairement lié à une insuffisance professionnelle. C'est-à-dire que l'insuffisance professionnelle, qui elle reste la compétence de l'ordre, elle met en stand-by la procédure. Mais par contre, si le praticien ne satisfait pas et nécessite toute cette procédure-là et cet accompagnement-là, ça ne se suit pas forcément d'une insuffisance professionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas lié. Et donc, le Conseil national de certification et de valorisation, ça sera le tiers de confiance qui permettra de donner son avis aussi sur les dossiers un peu délicats et sur les dossiers des professionnels qui devraient être très peu nombreux, en tout cas c'est l'objectif,
ces professionnels qui se retrouvent en difficulté à échéance. Et ça sera aussi ce conseil-là qui sera en charge de gérer toutes les questions qui vont apparaître, parce qu'il y en aura, une fois que le dispositif sera mis en place et que vont survenir des questionnements auxquels on n'avait pas forcément pensé avant. Et donc, il sera composé de différents intervenants, les institutions, ordres et autorités de santé, les professionnels par leur collège de spécialité, par leurs organismes professionnels, les institutions de formation, avec notamment une place pour l'université, qui a aussi son rôle dans la formation continue, et puis le rôle dans le lien entre la formation initiale et la formation continue, et puis les représentants des médecins par leurs syndicats et les représentants des patients par leurs assos de représentants. Et voilà mes sources. Merci de votre attention. Je vais maintenant laisser la parole au professeur Anne Beauté, qui va continuer sur le développement personnel continu. Développement personnel continu. Professionnel. Il y a eu une coquille, désolé. Bonjour à tous. Merci à toute l'équipe de m'avoir sollicité pour parler de formation. C'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps et je vais me présenter. Donc la question était continuer à se former. Quelles sont les responsabilités individuelles en fait, et quelle part donne-t-on à cette formation-là tout au long de la vie? Donc, je suis professeure associée de médecine générale à la fac de Clermont-Ferrand et j'ai une activité de soins en cabinet avec 2 autres consoeurs. Donc, mes déclarations de conflits et de liens d'intérêt, alors c'est surtout des liens très forts, un engagement au sein du Collège national des généralistes enseignants et de l'université, bien sûr. Juste citer, parce que c'est quelque chose d'historique, j'ai fait partie de l'ancien conseil scientifique de l'organisme gestionnaire du DPC, avant qu'il ne devienne l'Agence nationale du développement professionnel continu. J'ai participé au groupe de travail du Collège de la médecine générale pour l'établissement du socle de ce développement professionnel continu. Et mon principal conflit d'intérêt, c'est que je suis vice-présidente d'une association de formation tout à fait dynamique au sein du Collège national des généralistes enseignants, qui s'appelle CNGE Formation, et que je pratique des expertises en formation pour divers organismes de développement professionnel continu. Je ne suis pas monomaniaque. Voilà, et j'ai différents sujets d'expertise. Donc, effectivement, de cette formation médicale initiale à la formation médicale continue, c'est un fil rouge tout au long de la vie, tu l'as dit, FTLV, formation tout au long de la vie, dans l'acronyme nouveau que Maxence nous a proposé. C'est quelque chose qui vous paraît naturel et nous en sommes très heureux. Il est vrai que la formation médicale initiale vous met dans un processus de production, de réflexion, de réflexivité qu'il vous paraît tout à fait nécessaire de poursuivre ensuite. Et nous en sommes très heureux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certains professionnels pensaient qu'au-delà de l'université, les choses étaient acquises, statiques, figées, et que voilà, on rentrait dans des routines professionnelles. Et il n'était plus nécessaire de se former, il n'était plus nécessaire de lire, il n'était plus nécessaire de se rendre en congrès. Et je pense qu'en termes de certification, on est là dans un levier très fort qui est de dire, de se regarder, qu'est-ce que je fais, où je vais, comment je pratique et comment je peux m'améliorer au service des patients. Donc c'est une spirale qui se veut vertueuse, mais qui est surtout permanente. Vous l'avez connue, donc vous accumulez des connaissances, des compétences. Vous êtes exposé progressivement à des situations professionnelles qui sont de plus en plus complexes, qui peuvent être complexes au début ou faciles à certains moments de la vie. Finalement, ça vous met en interrogation. On se construit au fur et à mesure, c'est-à-dire que l'expérience de quelqu'un qui a 20 ans de pratique, effectivement, va être confronté lors de votre formation médicale initiale en stage avec la vôtre, qui est une formation et une professionnalisation novice, mais qui va se construire tout au fil du temps.
Et c'est par cet enrichissement-là, cette confrontation, cette expérimentation en situation que naissent des questionnements. Et ce que l'on souhaite ici, c'est que face à ce développement de l'expérience, le professionnel, dans un processus de certification et tout au long de sa vie, eh bien, continue à s'interroger, continue de s'auto-évaluer et aille vers une formation médicale continue de qualité. Et ainsi de suite, effectivement, c'est tout au long de la vie. On ne s'est pas du tout concerté. Hein. Donc, avant 2011, il existait des systèmes de formation qui s'appelaient la FPC, formation professionnelle conventionnelle. Pourquoi conventionnelle ? Parce qu'elle bénéficie de financement de l'assurance maladie. Donc, à ce titre, elle est dépendante du système de santé. Et il y a toujours un autre biais de formation, une autre structure de formation qui est le FAF, qui est le Fonds d'assurance formation des professions médicales, qui, elle, s'appuie sur des financements de cotisations URSSAF. À l'époque, on était entre 15 à 20% de médecins qui se formaient, beaucoup de médecins généralistes, des spécialistes d'organes, mais on se rendait compte que c'était toujours les mêmes qui participaient à ces formations et qui utilisaient ce processus-là on a même connu 10 journées de formation annuelles indemnisées, puis ça a progressivement fondu comme neige au soleil. Et puis, on a basculé sur un système qui est devenu une obligation. Et comme le disait Maxence, avec une obligation d'au moins une action de formation sur un temps de 3 ans, qui est contrôlé. Alors, pourquoi un point d'interrogation ? Sanctionné, pourquoi un point d'interrogation ? Donc, le contrôle, c'est qu'effectivement, on a cette obligation dans sa valence professionnalisme. Chacun doit se positionner et se débrouiller pour au moins faire une action de formation sur 3 ans, ce qui peut paraître extrêmement peu. Et pour que tout le monde puisse en bénéficier, les fonds ont été mis en commun et ont été partagés donc, au niveau de l'Agence nationale du développement professionnel continu entre diverses sections professionnelles. Maxence a cité tout à l'heure, on a 9 groupes professionnels, dont les médecins, les pharmaciens, etc. On verra tout à l'heure. Actuellement, comment ça se passe ? Vous bénéficiez, dès le moment où vous êtes thésé, pour le DPC, le développement professionnel continu indemnisé, de 21 heures de formation par an, auxquelles s'ajoutent 21 heures de formation sur 3 ans, hors quota pour la maîtrise de stage, c'est-à-dire pour toutes les formations à la pédagogie qui permettront à des médecins de devenir maîtres de stage des universités. La grande différence avec le fonds d'assurance formation du FAF, c'est que les financements viennent de la cotisation URSSAF, permettent à des organismes de formation de bénéficier de financement pour organiser des formations, mais les médecins n'en bénéficient pas en termes d'indemnité de perte de ressources, ce qui fait la différence. Alors, quelles sont aussi les sources de formation ? Vous pouvez vous inscrire à des congrès, vous pouvez participer à une formation post-universitaire sous forme DU ou DIUS. Vous pouvez aussi souhaiter participer à des formations sur des officines privées qui ne bénéficieront d'aucune indemnisation pour perte de ressources et que vous financerez sur votre propre budget. Alors pourquoi je disais contrôler et sanctionner ? Effectivement, le travail et la mission de vos centres départementaux est de vérifier que vous avez bien fourni au moins une attestation de DPC pour une action de DPC de façon triannuelle. Et normalement, en absence de cette obligation de formation, vous êtes rappelé à l'ordre et menacé d'insuffisance professionnelle. Actuellement, à moins que tu aies des informations, nous ne savons pas ce qui est placé après l'insuffisance professionnelle. Donc aujourd'hui, on est dans une dynamique d'accompagnement en disant voilà, ce serait bien de vous former, donc essayez de trouver quelque chose qui corresponde à vos besoins, je vais vous en parler, et donnez-nous cette attestation et on passera à quelqu'un d'autre en termes de contrôle. Voilà où nous en sommes. Alors, mais comment savoir de quelle formation on a besoin ? Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, c'est comment finalement identifier ce qui pêche, ce qui manque. Eh bien, le premier conseil, c'est éviter l'écueil d'aller facilement sur ce qu'on connaît bien, parce qu'on se sent à l'aise. Donc, ça veut dire se déranger un petit peu dans ses propres conforts quotidiens et se dire... Ah ben non, la maîtrise du risque cardiovasculaire, c'est un truc super top, moi je connais, donc tous les ans, je vais faire du risque cardiovasculaire pour m'améliorer davantage. Eh bien, c'est probablement très bien, mais vous avez aussi la possibilité de faire des tas d'autres choses pour vous ouvrir à des connaissances nouvelles, des échanges et développer de nouvelles compétences
cette fameuse spirale vertueuse de la formation. C'est aussi accepter de sortir du confort de son fauteuil derrière lequel on est ou de son écran Internet. C'est probablement se donner les moyens de dire, même si je suis submergée de travail, il faut que je prenne 48 heures pour me déplacer, aller rencontrer d'autres, trouver une formation où je vais être dans l'interactivité, où je vais me questionner et m'enrichir. Donc ça, c'est très important dans vos futurs choix. Effectivement, aujourd'hui, ce que l'on peut constater, c'est que des officines vont vous offrir le moyen de valider votre obligation de DPC en restant derrière votre bureau, en répondant à un questionnaire qui aura fonction de, effectivement, étape de développement professionnel continu. Donc nous sommes quelques-uns ici à être absolument persuadé que c'est probablement très bien, mais que c'est loin d'être suffisant. Et donc, pour ça, eh bien, une auto-évaluation, c'est jamais simple. C'est bien d'accepter le regard des autres, c'est bien d'écouter ses patients aussi. Donc, j'aurai des questions à poser à Maxence sur la recertification. D'écouter les professionnels avec qui on bosse au quotidien et puis d'être toujours dans cette interrogation de dire qu'est-ce que je fais finalement ma journée, qu'est-ce qui s'est passé et s'autoriser un bilan de compétences par quelqu'un qui vous aidera à apporter un regard extérieur par un audit ou quelque chose de très enrichissant pour vous-même et l'avenir de votre choix pour faire une bonne formation. Donc effectivement, ce qui est important, et ça a été le travail des bases du développement professionnel continu, c'est d'être dans l'évaluation, auto-évaluation, le renforcement cognitif d'une part, c'est indispensable, développer une réflexivité et d'être dans l'échange en situation authentique pour permettre de progresser et de développer de nouvelles acquisitions. Donc comment choisir son parcours de formation ? Alors, vous allez être sollicité très largement par de nombreuses officines. Il y en a un peu moins de 2500 qui sont actuellement enregistrées au niveau de l'Agence nationale du développement professionnel continu par une volonté européenne d'ouvrir à la concurrence. Alors, probablement que ce sentiment de concurrence aurait pu être quelque chose d'extrêmement porteur s'il avait été accompagné de moyens pour s'assurer de la qualité des contenus, de la qualité de ce qui vous est proposé et d'éviter, je dirais, le développement de commercialisation à tout crin et de récupération de fonds qui sont des fonds publics. Alors, pour vous expliquer ça, il est important que quand vous allez ouvrir des catalogues pour vous former, choisir d'aller quelque part et de vous déplacer, il faut que vous regardiez effectivement si les contenus ont un support scientifique qui vous paraît valide. Ça, c'est difficile aujourd'hui parce que vous allez avoir des gens de renom, vous allez avoir des sujets qui peuvent vous intéresser, mais il faut développer votre sens critique pour regarder comment c'est fait, peut-être tenter, mais surtout être très attentif à ce qu'on va vous proposer, où on peut vous donner de la science, effectivement. Voilà, je ne vous refais pas le triangle aujourd'hui des données actualisées du patient et de vos connaissances, mais il faut que vous trouviez quelque chose qui réponde à des vrais besoins dans votre discipline, dans votre activité professionnelle, avec quelque chose qui s'accompagne d'une qualité pédagogique forte. D'où le choix d'une expertise disciplinaire. Alors je mets partagé, orienté, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la co-expertise, on peut aller travailler sur des sujets qui nous sont importants avec des connaissances nouvelles. Si vous voulez travailler sur de la cardiologie et vous faire accompagner d'un expert cardiologue, mais il faut que cet expert cardiologue travaille avec des experts généralistes pour répondre à vos besoins, vous, au sens premier de votre pratique au quotidien. D'où regardez qui fait, à quelle officine de formation vous allez confier votre formation pour que ça corresponde à vos besoins disciplinaires au quotidien. Il faut aussi, et je pense que Paul en parlera, c'est quelque chose d'indépendant de l'industrie pharmaceutique et qui garde une éthique forte et convaincue en vous proposant des choses qui peuvent vous paraître difficiles, mais finalement qui ont un sens,
qui, par exemple, s'il y a une formation et puis que quelques semaines ou mois plus tard, on vous demande de travailler à une mesure d'impact ou à quelque chose qui va vous demander un peu plus de travail avec une auto-évaluation, eh bien ça a du sens parce qu'on n'est pas venu une fois se poser le derrière dans une salle et puis on est reparti avec son attestation. Non, on a mis en place de nouvelles procédures au sein de son activité professionnelle quotidienne et puis on est capable d'en faire une propre évaluation quelques mois plus tard. Donc regardez tout ça, posez-vous les bonnes questions. Pour que vous sachiez choisir de façon la plus pertinente possible pour votre formation de qualité. Tout ça parce que l'ouverture à la concurrence a fait que les organismes de développement professionnel continu n'ont plus été agréés, avec un cahier des charges qui était lourd, avec un conseil scientifique, avec des obligations à la fois administratives, pédagogiques et contrôlées. Et donc maintenant, toutes les officines peuvent juste s'enregistrer et puis vous proposer effectivement de faire des programmes qui sont de qualité extrêmement variable. Donc je vous mets en situation d'être en lecture critique par rapport à tout ce qui peut vous être proposé. Et faites très attention, des officines très opportunistes peuvent même venir frapper à votre porte, à votre numéro de standard téléphonique en vous disant « Docteur, nous avons vu que vous n'aviez peut-être encore un peu de crédit à disposer, eh bien, venez donc le dépenser chez nous. » Soyez très, très, très vigilants. Alors, les financements, je vais aller vite parce que je crois que je suis un petit peu longue. Le développement professionnel continu, c'est l'Agence nationale du développement professionnel continu, qui est un groupement d'intérêt public. Donc, c'est des fonds très contrôlés qui viennent de l'assurance maladie, d'une taxe de l'industrie pharmaceutique, concernent les médecins thésés, pharmaciens, IDE, sages-femmes, dentistes, paramédicaux libéraux et des centres de santé, d'où la notion de conventionnement. Le FAF, comme je vous l'ai dit, bénéficie de financement des cotisations annuelles des médecins, concerne les activités professionnelles libérales et conjoints collaborateurs. Pour le développement professionnel continu, effectivement, nous sommes contingentés par des orientations nationales qui nous permettent d'écrire des projets de formation pour répondre à une demande de santé publique ou des choses qui sont discutées effectivement sur les différentes instances qui permettent de prioriser certaines orientations ou pas, alors que le FAF va développer des formations dans des champs beaucoup plus divers, le professionnalisme, l'ouverture aux langues étrangères, à l'organisation du cabinet, de formation médicale, etc. Donc vous pouvez bénéficier pour vous former de tout cela, donc soyez très ouverts et renseignez-vous de part et d'autre à ce que l'ensemble du paysage peut vous proposer. Donc juste pour vous les aurez, c'est pour vous mettre un ou deux exemples d'orientation professionnelle qui doivent correspondre à des dossiers qui sont déposés par vos organismes de formation. Vous voyez, par exemple, j'en ai sorti quelques-unes pour la discipline de médecine générale. Se former à l'urgence et à la régulation en PDSA, connaître effectivement la qualité, l'amélioration de la communication, tout un tas de thématiques que vous pourrez trouver dans les programmes de formation. Alors l'important finalement, et c'est le message clé, c'est de continuer à bien vous former en utilisant cette enveloppe qui vous est mise à disposition. Vous bénéficiez de 21 heures de formation par an. Si vous ne les utilisez pas, elles sont perdues, elles restent dans le pot commun et c'est autant de formations que vous n'aurez pas. C'est pas un capital que vous allez accumuler sur les 3 ans. Vous avez actuellement 21 heures par an sur l'enveloppe globale. Dès que vous êtes thésé, profitez-en. Pour le FAF, c'est à titre individuel, vous pourrez demander des participations pour des inscriptions au congrès, pour participer à des formations et tous les organismes de formation qui en bénéficient vous demanderont à ce moment-là de justifier de votre cotisation de formation médicale continue. Ce qui est important aussi, c'est que tout cela est une démarche active de votre part et tous les formateurs qui accompagnent ces dispositifs sont autour de vous en réseau. Donc n'hésitez pas vous-même à vous regrouper, à rencontrer un groupe de pairs, à constituer cette interactivité et favoriser les rencontres professionnelles autour de la formation. Donc juste une petite capture d'écran pour vous montrer ce que c'est que l'interface du développement professionnel continu. Une fois que vous le pouvez, vous devez
créez un compte sur mondpc.fr et à la suite, vous avez effectivement toutes les propositions, la possibilité de vous inscrire, le suivi de votre compte formation avec vos 21 heures, plus éventuellement les hors quotas. Et puis, je vous mets le bilan proposé, enfin le bilan financier actuellement proposé. Vous voyez que... alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Non, on n'a pas. Mais vous pouvez regarder la petite flèche au milieu, par exemple en présentiel. Vous serez indemnisé à 45 € par heure sur une journée de formation. Donc, en fonction, si c'est une demi-journée, une journée, etc., cette indemnisation pour perte de ressources vous permet de quitter votre cabinet et au moins d'avoir la sécurité de ce financement. Donc, ne laissez pas effectivement ces 21 heures dormir. Profitez-en, développez et faites venir aux formations des gens qui ont la crainte de quitter leur cabinet. Je pense que c'est vraiment le message fort. Ne restons pas seuls chez nous. Donc finalement, la formation, c'est un levier au quotidien pour être à jour des évolutions de la science au sein de sa discipline, développer son attitude critique permanente dans la construction de cette formation, s'entraîner à la réflexivité, à la cognition, s'enrichir de l'expérience des autres professionnels. Et puis un levier très fort, c'est quand on se pose des questions sur ses routines, on évite son épuisement professionnel et ça permet d'être dans cette posture d'auto-évaluation permanente, au bénéfice bien sûr toujours du soin pour nos patients et de votre exercice, de votre confort et de votre épanouissement professionnel. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez droit à l'erreur, c'est-à-dire que si vous vous trompez une fois et que vous vous trouvez dans une formation où quelques critères négatifs que j'aurais pu vous décrire se retrouvent, eh bien, vous n'y retournerez pas. Mais allez chercher, il y en a des bonnes, on vous attend et on espère aussi qu'un jour vous deviendrez formateur à nos côtés parce que c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant au quotidien. Merci, professeur Anne Beauté, du coup, pour toutes ces explications sur le développement professionnel continu. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Schaeffer qui va nous permettre d'en connaître plus sur les sources et surtout de savoir bien choisir. Merci beaucoup. Bonjour, bien content de vous retrouver, vu que j'étais venu l'an passé aussi sur la question de l'indépendance, et là d'aborder cet aspect de la formation médicale continue avec vous. C'est particulièrement important d'aborder ça avec des internes, parce que vous êtes une cible privilégiée pour certains intérêts commerciaux des firmes pharmaceutiques, dans le sens où vous êtes maintenant prescripteur, que vous faites tourner des services à l'hôpital, où vous êtes sous pression, et du coup vous êtes demandeur d'informations, et voilà, il faut que vous trouviez des solutions dans ce nouvel environnement, que bientôt vous allez être aussi sans doute sous pression parce que vous allez devoir vous installer, donc c'est une période de votre vie où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et du coup, pour moi, c'est très important de pouvoir essayer de vous faire passer certains messages maintenant, parce que les habitudes se prennent aussi voilà, pour vous maintenant, en termes de prescription notamment, et de ressources à utiliser pour se former et s'informer. Donc, comme il a été dit, moi je suis membre du FormIndep, donc, que j'ai même l'honneur de présider depuis cette année. Donc, le FormIndep, c'est une association reconnue d'utilité publique qui a été fondée en 2004 par un médecin généraliste, le docteur Philippe Foucras. Et c'est une association qui milite pour une information et une information indépendante de tout autre intérêt que celui des patients, en particulier par rapport justement aux intérêts commerciaux des firmes pharmaceutiques qui sont quand même vraiment un acteur majeur, extrêmement puissant. Vous savez, je ne vous apprends rien en vous disant que vous êtes en face d'une des industries les plus puissantes au monde et qui sait très 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 bien défendre ses intérêts et qui sont bien souvent pas dans l'intérêt du patient sur beaucoup d'aspects dont on va parler aujourd'hui. Je dois dire aussi que je suis membre de Prescrire, parce que je vais aussi en parler, donc c'est important que vous le sachiez. Je vais en dire beaucoup de bien. J'en disais beaucoup de bien avant d'être membre de Prescrire aussi, mais aujourd'hui, j'en suis membre, donc c'est important pour moi de le déclarer.
Voilà. Donc, juste pour aussi préciser par rapport au format DEP un peu ce que c'est une association où en fait, nous, on est très tourné vers l'action pour essayer de faire un peu bouger les choses, parce que depuis des années, en fait, moi, comme il a été dit, j'ai fait une thèse un peu sur ce sujet-là. Ça m'a pris 5-6 ans de faire ma thèse pour l'université, donc j'ai quand même eu le temps de lire beaucoup de choses. Et en gros, depuis les années 60, il y a des publications scientifiques qui montrent la distorsion des faits scientifiques ou des pratiques liées à cette influence de l'industrie pharmaceutique, et des rapports officiels de l'OMS, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Académie de médecine américaine sur cette influence-là. Il y en a beaucoup, enfin il y en a un certain nombre, et ça pointe à chaque fois les mêmes choses, et bon, ça évolue, mais doucement. Voilà, et nous, on essaye d'être un peu un aiguillon pour pour favoriser des changements un peu plus rapidement. Parce que, par exemple, je ne sais pas, on fait des actions en justice vis-à-vis de différents acteurs pour les pousser un petit peu à respecter leurs propres engagements éthiques ou à aller plus dans ce sens-là. Par exemple, juste un exemple, on a fait un recours en justice par rapport à des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, parce que la HAS n'avait pas respecté son propre code de déontologie qui dit que dans les groupes de travail qui édictent les recommandations, le président ne doit pas avoir de conflit d'intérêt majeur avec la recommandation de bonne pratique qui est travaillée. Ça paraît assez logique. Malheureusement, c'était fait. Donc, par ce recours-là, les recommandations de la HAS ont été annulées pour le diabète de type 2, Alzheimer et d'autres. Ça, c'était en 2011-2012. Et malheureusement, pour la recommandation des dyslipidémies, en 2018, ça a été de nouveau le cas. Donc, ça montre que ces choses-là n'évoluent pas d'un claquement de doigts, quoi. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs qui veillent au grain et qui passent à l'action pour que ces choses-là, pour que les pratiques évoluent. C'est un peu ça le but. Alors, revenons à nos moutons. En gros, il y a une marge de manœuvre quand même vraiment importante encore, parce que les études montrent qu'il y a entre 20 et 40% des actes médicaux en Europe, en Australie, aux États-Unis qui sont inutiles. Donc, ce n'est pas que les médecins généralistes, hein, il y en a beaucoup à l'hôpital, bien sûr, mais ça montre quand même que vraiment il y a encore pas mal de prescriptions ou d'actes qui ne sont pas nécessaires. Vous le savez sans doute, peut-être pas, le British Medical Journal, depuis des années, a lancé une campagne qui s'appelle Too Much Medicine, parce qu'il en faut de la médecine et des soins, mais malheureusement, il y en a des fois trop, justement, qui ne sont pas placés au bon endroit et qui sont cause de surtraitement, surdiagnostic, surmédicalisation. L'exemple du Mediator est aussi un autre exemple que je pense que tout le monde connaît, de prescription qui n'était pas adaptée. Et aussi, les médecins généralistes étaient concernés par cette prescription. Et il y a d'autres médicaments qui sont encore en cours sur le marché qui sont problématiques, quoi. Donc, il y a une vigilance très importante à avoir. Ce que les études un petit peu de sciences humaines montrent sur les pratiques des généralistes, c'est qu'en gros, il y a 3 profils. Il y a des gros prescripteurs, des moyens prescripteurs et des petits prescripteurs. Et il y a une corrélation assez claire qui est faite avec justement les liens avec les firmes pharmaceutiques en termes de visite médicale, de participation à des repas proposés par les industries, des formations continues avec un leader d'opinion, ce genre de choses. Donc nous, on essaie d'encourager l'évolution des pratiques où on pense que si les médecins et évidemment aussi les futurs médecins développent des attitudes critiques, il y aura un déplacement vers des profils plus vers moyens, petits prescripteurs. Quelque chose qui me semble aussi important à souligner, c'est que la science, ce n'est pas un phénomène continu comme ça, où plus on progresse, plus on élague des mauvaises... plus le temps passe, plus on progresse, et le développement scientifique fait qu'on apprend, et que du coup, les pratiques d'elles-mêmes évoluent vers le bon sens. Malheureusement, l'industrie pharmaceutique, surtout, a intérêt à ce que la science aille dans un certain côté qui
qui correspondent à ses intérêts. Et du coup, il y a énormément d'études qui sont publiées et qui sont donc une nouvelle connaissance. On pourrait penser que c'est nouveau, donc c'est mieux, mais en fait, qui sont l'inverse. C'est-à-dire que même des fois, les pratiques vont évoluer, mais dans un mauvais sens, quoi. C'est ce qu'on appelle le medical reversal. C'est un oncologue assez connu, enfin même très très connu aujourd'hui, Vinay Prasad, qui a écrit un livre là-dessus, où il passe en revue depuis des décennies toutes les pratiques comme ça, et encore les problèmes aujourd'hui qui sont posés par ça. Pour vous donner un exemple, il y a un exemple assez connu, ça s'appelle l'étude All-At, qui a été publiée dans le JAMA en 2002, où en fait ils ont étudié 4 médicaments antihypertenseurs. Donc il y en avait 2 très anciens, et puis 2 tout nouveaux, tout beaux, qui étaient très très prometteurs, plus chers évidemment, enfin très chers, oui ça c'est. Et contre toute attente, en fait ils ont étudié donc une cohorte de 10 000 patients pendant des années. C'était une étude sur fonds publics. Et contre toute attente, en fait, les médicaments les plus efficaces, c'était le plus ancien. C'était un diurétique. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, parce que les médicaments les plus anciens, c'est ceux qu'on connaît le mieux. C'est ceux qui sont le moins chers, parce qu'ils sont génériqués. Donc tout ça, c'était une très bonne nouvelle. Malheureusement, même avec cette étude-là, publiée dans un très grand journal, etc., ça n'a pas suffi à inverser les pratiques. C'est-à-dire que la plupart des médecins ont continué à plutôt prescrire pendant des années les nouveaux médicaments, parce qu'ils sont promus, il y a un marketing très fort pour les faire prescrire. Donc c'est là où il y a vraiment l'importance de comment se former, comment s'informer. Alors nous, au Forum Indep, on invite vraiment les médecins, et particulièrement les jeunes médecins, à s'abonner à Prescrire, en tout cas à utiliser Prescrire, parce que pour nous, ça nous semble l'outil le plus, qui est fait pour justement arriver à court-circuiter cette influence des firmes pharmaceutiques. Et ils le font, à mon sens, là ils vont fêter leurs 40 ans à la fin de l'année, et il y a toute cette expertise qu'ils ont accumulée, qui est une chance pour vous en tant que soignant, futur soignant. Prescrire, vous savez, il y a le test Prescrire pour justement tenir à jour les connaissances. Il y a aussi d'autres choses qui sont moins connues. Par exemple, il y a un programme qui s'appelle Éviter l'évitable, qui permet aux soignants, quand ils ont été en face de situations problématiques de soins, où ils ont fait des erreurs, par exemple, ils estiment qu'ils ont fait des erreurs où ils ne savaient pas, ou en tout cas c'était problématique, de pouvoir téléphoner, ou en tout cas se mettre en lien avec une équipe spécialisée de Prescrire là-dessus, pour être accompagnés dans cet événement, dans cette situation. Parce que ce qui apparaît aussi des études des médecins généralistes comparés à d'autres pays, c'est que les médecins généralistes en France sont très isolés, en cabinet, tout au long de votre carrière, comparé par exemple aux médecins aux Pays-Bas, où ils ont plus l'habitude de travailler ensemble, de discuter aussi de leurs erreurs, de leurs problèmes, de ces choses-là. Et là, si je rebondis, évidemment, les groupes de pairs sont vraiment très importants. Des échos que j'en ai, de ce que j'ai pu lire, là, il y a environ 30% des médecins généralistes qui sont dans les groupes de pairs. J'espère que ça pourra augmenter avec la jeune génération que vous êtes. Ça peut demander un peu plus d'effort de construire son groupe de pairs que d'aller comparer avec une formation où on va juste à un congrès ou autre chose, mais il me semble que c'est beaucoup plus interactif et très très précieux. Et encore mieux si dans ce groupe de pairs, il y a un membre lecteur émérite de Prescrire, ou que vous êtes vous-même ce lecteur émérite de Prescrire, ça serait fabuleux. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'en tant que médecin généraliste, les firmes, en gros, elles vous connaissent très très bien. Et il y a des profils très détaillés, médecin généraliste par médecin généraliste, pour savoir si justement si vous êtes un gros prescripteur, petit prescripteur, ce que vous prescrivez ou pas. Et ils vous attendent au tournant, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que vous, en tant que jeune médecin généraliste, par exemple, vous pouvez avoir peur de passer à côté de progrès thérapeutiques, de nouvelles molécules, etc. C'est une des choses qu'on entend très souvent, que moi j'entendais très souvent quand je faisais des entretiens avec des médecins, des jeunes médecins aussi. C'était une des raisons pourquoi la visite médicale avait de l'intérêt à leurs yeux. Or,
les progrès thérapeutiques, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important à rappeler ou à savoir, sont très rares. En une année, il y a environ 5 à 10 médicaments qui vont apporter un petit plus, selon aussi la commission de transparence de la HAS, qui édicte l'amélioration du service médical rendu des médicaments. Donc vous n'allez pas passer, vous inquiétez pas, il y a 8 à 10 000 médicaments sur le marché, mais il y en a très très peu qui sont vraiment importants. Des échos que j'ai en médecine générale, les médecins généralistes avec qui je travaille de prescrire ou du Formadep, eux, voilà, en gros, c'est une quarantaine, cinquantaine de médicaments dans leur pratique qui sont courantes et qu'ils ont fini par vraiment bien maîtriser en justement lisant prescrire, en ayant une approche evidence-based medicine poussée pour vraiment savoir connaître très très bien ces médicaments-là. Et ça leur permet de vraiment bien connaître ce qu'ils font, de ne pas juste se baser sur des recettes ou sur des choses qu'on a eu l'habitude de faire. Donc déjà, en plus, il y a une satisfaction de bien connaître les médicaments qu'on utilise, mais en plus, ça leur permet aussi de pouvoir avoir un dialogue beaucoup plus argumenté et construit avec des spécialistes, parce qu'un des problèmes, c'est que les médicaments qui sont issus de l'hôpital, en sortie de l'hôpital, sont souvent reconduits par les généralistes. Or, l'industrie pharmaceutique, ça l'a compris depuis très longtemps, et du coup, ils ciblent énormément ce qui se passe au niveau de l'activité hospitalière. Et en fait, je crois qu'une des compétences très fortes des médecins généralistes, c'est de savoir déprescrire aussi. Et ça s'apprend. C'est pas facile, à mon avis, on ne vous l'apprend pas forcément dans votre formation, c'est pas forcément très présent. On ne vous donne pas forcément les outils pour ça. Et quand le patient sort de l'hôpital avec un spécialiste ou un grand spécialiste, ce n'est pas forcément évident de s'opposer à la prescription qui est liée. Aussi, pour des très bonnes raisons, peut-être que vous n'aurez pas envie de créer de la confusion chez le patient et d'apporter un contre-discours par rapport à ce qu'a dit un confrère. Mais au contraire, moi, il me semble, je suis convaincu même que c'est quelque chose de très important à apprendre et à argumenter, parce que souvent ça conduit après à des échanges avec les spécialistes concernés qui peuvent être parfois houleux ou conflictuels. Mais si vous êtes sûr de vos choix, en tout cas que vous savez les argumenter en vous basant sur les références concrètes, voilà, ça permet de mieux tenir son cap, je pense. Voilà, une des choses sur lesquelles moi j'aimerais vraiment insister, c'est ne pas rester seul, comme on l'a dit là avant moi. Ça me semble très très important, de bien choisir ses centres de formation. Ça aussi, là, je suis tout à fait d'accord avec Anne Beauté. Toujours pour les mêmes raisons, hein. Évidemment, il y a plein d'acteurs qui ont intérêt à orienter vos connaissances dans un certain sens, surtout l'industrie pharmaceutique, encore une fois. Et la formation continue fait partie de ça. Ça vaut aussi pour les congrès. Dans la littérature, on trouve des congrès, même certains congrès dits indépendants, où en fait, il y a des agents spécialisés qui choisissent les leaders d'opinion qui vont intervenir dans ces congrès pour faire passer les messages. C'est énorme, c'est très valable pour des lancements de produits. En fait, les firmes font ce qu'on appelle des plans de publication, c'est-à-dire qu'elles prévoient des fois des années à l'avance le lancement de leurs produits, avec des articles dans les super grands journaux, avec des congrès où il va être question de ces articles, avec des leaders d'opinion qui vont relayer ça auprès de leurs confrères, etc. Enfin, c'est vraiment bien huilé. Donc, tout ça, c'est à avoir en tête pour se faire attraper le moins possible. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai l'impression déjà que j'ai beaucoup parlé. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, nous allons pouvoir passer aux questions. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent prendre la parole ? Mathias Elbaz, interne en médecine générale.
Si j'ai bien compris, le processus de recertification, il va être obligatoire pour les nouveaux certifiés et sur la base du volontariat pour les plus anciens médecins. Donc ma question est simple, pourquoi est-ce qu'on ne recertifie pas en premier les médecins qui, depuis des décennies, peuvent pratiquer sans recertification, alors qu'on recertifierait des médecins qui sortent juste de formation initiale? C'est une excellente question. Je vais laisser Maxence Piton vous répondre. Alors, la réponse, la première réponse, parce que je vais répondre en deux parties. La première réponse, un peu plus politiquement correcte que la prochaine, et que on avait vraiment en tête d'avoir un lien entre la formation initiale et la formation continue. Et comme toute notre formation initiale a été réformée il y a très peu de temps, on voulait qu'il y ait une cohérence avec la formation initiale et mettre en fait, garder les nouveaux diplômés dans le circuit, ne pas les lâcher dans la nature et les récupérer 20 ans après en leur disant « Coucou, t'es pas recertifié ». La deuxième chose, qui est un peu moins sympa à entendre, c'est on a eu énormément on a eu vent debout quasiment tous les syndicats qui nous ont expliqué que c'était bien gentil d'aller embêter les vieux médecins, mais que c'était plutôt une bonne idée de continuer la formation des jeunes. Ils sont tout à fait ouverts pour qu'il y ait une ouverture, qu'ils puissent y participer, mais ils ont catégoriquement refusé l'obligation. Et il a été très difficile de discuter de ce point-là. Il n'y avait pas de consensus là-dessus. En tout cas, dans les discussions du comité de pilotage. Je ne connais pas les arcanes qui ont eu lieu en dehors, avant ou après ce comité de pilotage. Merci. Donc j'avais une deuxième question. En fait, si j'ai bien compris, la recertification se ferait pour 80% des gens sur auto-questionnaire. Donc en fait, en quoi ça ne va pas être une formalité administrative de plus? Ça, c'est une question intéressante. En fait, tout ce qui va être administratif va être fait automatiquement. Donc ce n'est pas une formalité, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la formation, les obligations de formation, etc., c'est transparent pour le médecin, il a participé à ces formations, quelles qu'elles soient. Si c'est des formations du DPC, c'est déclaré automatiquement. Si c'est d'autres formations, comme actuellement, il faut qu'il justifie de son obligation de formation auprès de son conseil de l'ordre. Donc là, au lieu que ce soit le conseil de l'ordre, ça sera une autre instance, mais ça ne change rien au dispositif actuel en termes de formation. Et par contre, le reste... pour la partie du maintien de l'activité, ça sera des données qui seront extraites du RIAP. Donc c'est automatique, c'est transparent pour le médecin. Le RIAP, c'est le relevé individuel d'activité professionnelle. En gros, c'est les stats de nos activités. Et puis, donc, ce qui concerne l'auto-questionnaire, c'est pas des éléments qui sont sanctionnants, c'est des éléments de sensibilisation. Donc ce n'est pas une formalité administrative parce qu'ils ont un objectif de sensibilisation, d'aller demander aux médecins de s'interroger sur ces pratiques. Et donc finalement, je n'ai pas la sensation que ça soit une contrainte plus qu'une aide. Mais ça peut être vécu différemment selon les médecins, bien sûr. Mais en tout cas, tel qu'on le souhaite et tel qu'on le propose, c'est vraiment... L'idée, c'est que ça soit pas, c'est pas ces éléments-là qui seront sanctionnants, mais que c'est vraiment un objectif de sensibilisation. Et la seule formalité administrative, finalement, c'est d'aller déclarer l'absence de signaux négatifs ou de déclarer éventuellement, si on a une condamnation en cours, de déclarer qu'on a une condamnation en cours pour que le dossier soit examiné par les commissions. Donc on veut vraiment que ça soit le moins lourd possible et que ça soit le plus transparent possible. Après, on ne s'engage pas, ça c'est ce qui est proposé dans le rapport et la mission. Après, on ne s'engage pas sur la manière dont ça va être transcrit dans les textes. En somme, dès que tu vas exercer, il va falloir que tu dises aux instances si jamais tu trouves que c'est trop lourd, en fait.
C'est comme ça qu'on pourra simplifier les choses. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a réussi à simplifier parce que les médecins, après, une fois qu'il y avait des lois qui sont passées et qu'on a remarqué que c'était trop lourd au niveau administratif, ils sont revenus dessus et on a pu diminuer ces contraintes-là. Oui, je voulais ajouter que c'est une chance dont il faut vous saisir finalement. Parce que, alors que des vieux croulants ne soient pas intéressés, c'est leur problème et les patients feront leur choix aussi. Je pense que, oui, il y a un moment, il faut parler vrai. Ce sera plus simple aussi d'être dans un processus de certification qui va être enclenché, qui va pouvoir être validé si les choses sont bien écrites de façon fluide. Et ce sera complètement, je dirais, intégratif à la pratique et dans un affichage et une transparence de bonnes pratiques. Donc je pense que là, il faut vraiment vous saisir de ça et dire, voilà, on est innovant, on est dans la transparence et on montre l'exemple. Enfin, je veux dire, on est une discipline aussi où on peut se prévaloir de réfléchir sur ce qu'on fait, d'avoir mis plein de choses autour. Donc que cette certification ne vous fasse pas peur, mais qu'elle soit un levier, au contraire, pour montrer votre force et ce dont vous êtes capable au quotidien dans la pratique. Alors moi, j'avais une question à Maxence, c'est quid de volume d'activité recommandé ? C'est-à-dire comment on peut faire, parce que vous avez des gens qui estiment bien faire en voyant 50 patients par jour, et puis d'autres aujourd'hui qui sont capables de dire non, pour bien travailler, il y a quand même une prise de conscience d'une réalité, et pour bien soigner, avec toutes les tâches qu'on a à faire, je peux pas. Voilà. Donc il y a cette question-là, et de l'intervention des patients, le rôle dans la certification. Juste avant de redonner la parole, du coup, je vais répondre à ces deux questions. Alors, sur le volume d'activité, ça fait partie des questions du contenu, et du coup, ça sera à chaque spécialité de fixer, de définir ça. Par contre, les discussions qui avaient été faites, on a discuté quand même au sein du comité de pilotage, mais je me souviens même pas s'il est ressorti un chiffre, parce que s'il est ressorti un chiffre dans le rapport, c'était uniquement à titre indicatif. Mais on avait par contre, en termes d'activité, on avait discuté alors c'est pas du volume, j'ai pas de terme, mais on s'était dit que par exemple il fallait faire au minimum 50% de son activité professionnelle, ou 60, ou voilà, un pourcentage de son activité qui était dédié à ça, sur l'activité clinique, parce que par exemple, pour valoriser les notions les différentes responsabilités, l'enseignement et la recherche, les trucs qui sont optionnels, on s'était dit que dans la spécialité principale, dans l'activité principale, il fallait un seuil de niveau d'activité. Mais par contre, le volume d'activité qui permet la qualité des soins, ce sera les CNP qui vont les définir. Et sur la place des patients, c'est une très bonne question, parce que j'ai oublié de le préciser dans ma présentation, et honte à moi. Dans le comité de pilotage, les assos de patients étaient présentes, bien entendu. Et je l'ai dit, elles feront aussi partie du conseil national. Et en fait, c'est une discussion qu'on a eue aussi sur comment introduire aussi la place des patients dans ce dispositif-là. Là encore, ça sera du contenu, et ça sera au CNP de voir comment, pour chaque spécialité, il est intéressant d'introduire, de prendre en compte la place des patients. Mais les discussions qu'on a eues, on ne pouvait pas avoir un modèle uniforme. On a voulu essayer de proposer un modèle uniforme, de dire pour tout le monde, ça serait bien de les intégrer comme ci ou comme ça. Et on a eu beaucoup de mal. Ce qui ressortait dans ce qu'on avait à l'international, c'était que par exemple, quand on évaluait la satisfaction des patients de leurs médecins, 90% ils en étaient satisfaits, indépendamment du niveau de compétence. Et donc, on avait des choses qui pouvaient être intéressantes, mais qui n'étaient pas pertinentes en termes d'évaluation. Et donc, ça nécessite plus de temps sur cette question-là, mais elle n'est absolument pas oubliée. Je crois qu'il y avait une question sur la gauche. Est-ce que le micro il a été passé ou pas ? Je l'ai. Ma question, c'était la conséquence de l'attestation de la non-conformité. Parce qu'on ne sait pas en gros ce que ça donne si on a une attestation de non-conformité. C'est quoi les conséquences pour nous en fait ? C'est pas concret là. Moi en tout cas, j'ai pas compris.
Alors, effectivement, je suis passé un peu vite sur cette partie. Ça déclenche en fait, si on n'est pas à échéance, donc avant l'attestation, si tu remplis pas les critères et que tu as ton système d'alerte qui te dit attention, c'est à toi de faire la démarche, d'aller toquer à la porte de ton CNP pour qu'il te propose éventuellement un parcours pour t'accompagner. Si en revanche, tu as ignoré ces alertes et que ou alors ça n'a pas été suffisant, parce que c'est possible aussi, et qu'à échéance, il sort une attestation de non-conformité, là, ça déclenche automatiquement. Déjà, la première chose, c'est un accompagnement. C'est-à-dire qu'ils prennent ton dossier, ils vont chercher à te rencontrer, et puis ils vont essayer de voir avec toi quel est le problème, quelles sont tes difficultés, comment on peut faire pour faire en sorte. Donc, on n'a pas du tout fixé de délai ou quoi que ce soit, mais l'idée, c'est que dans un premier temps, ça soit une procédure d'accompagnement. Si c'est trop complexe, ensuite, s'il y a besoin de prendre aussi avis du Conseil national, il y aura discussion du dossier aussi au niveau national. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller vraiment récupérer les médecins qui sont en difficulté et de les accompagner au mieux. Bien évidemment, à un moment, si en étudiant le dossier, ils s'aperçoivent que le médecin est en insuffisance professionnelle, il va avoir la procédure qui va se déclencher. Mais si ça ne correspond pas à une situation d'insuffisance professionnelle, il peut, tout pendant qu'il est accompagné, continuer à exercer et récupérer, se remettre en ligne comme ça. On a vraiment un dispositif d'entraide, en fait. Bonjour, donc Laurie, interne médecine générale à Toulouse. Par rapport à la formation médicale continue, vous avez décrit certains sites internet ou revues qui sont indépendantes et qui donneraient des informations médicales fiables, notamment sur mondpc.fr, Prescrire, bien entendu, et les CNGE formations. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui existent, francophones ou anglophones, qui sont aussi indépendantes au niveau du lobbying pharmaceutique? Et est-ce qu'il y a un endroit où on peut les retrouver? Alors, sur mondpc.fr, vous allez trouver les 2371 officines. Alors, je ne vais pas ici faire un choix qui vous appartient. Il faut que vous regardiez les contenus, il faut que vous regardiez comment l'expertise est construite, quelle est la thématique, quelles sont les méthodes. C'est-à-dire, vous pouvez vous renseigner sur ce qui est fait. Et puis, quand même, il y a des signaux négatifs, c'est-à-dire qu'une officine qui vous propose dans un endroit assez agréable, assez touristique, de faire en 3 heures une formation qui valide votre DPC et qui vous offre le maximum d'indemnisation alors que vous ne venez que travailler 3 heures en présentiel, avec un repas qui est très intéressant sur le plan gustatif. Et vous allez constater que l'officine de formation, elle, va valider, je ne sais pas, 7 heures ou 8 heures de formation. Vous pouvez vous interroger sur les bases économiques de cette proposition. Et là, vous pourrez dire, alors c'est bien, vous les interrogez, ils vont vous dire, oui, non, mais vous avez un petit travail en amont, vous avez un petit truc, un petit QCM à remplir. Alors ça vous compte 4 heures. En fait, vous le faites en 5 minutes. Et puis, après, oui, on va vous donner des documents à lire, que vous lirez ou que vous ne lirez pas, et on va vous valider votre formation, et on aura dépensé l'argent public. Vous aurez honoré votre formation, vous serez venu, vous aurez bien mangé, vous aurez entendu quelqu'un parler d'un sujet peut-être pertinent, sur un temps assez court.
Et voilà, donc je vous laisse libre de votre choix. Faites la même chose que quand vous lisez une revue. Interrogez-vous, regardez. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire les officines que je trouve remarquables ou pas. C'est pas ni le lieu ni mon droit. Mais voilà, soyez très très critique quand vous regardez ce qui se passe. Mais sur mondepc.fr, vous aurez des offres absolument... Par contre, alors c'est pas de la délation, c'est du signalement. Si vous vous rendez compte que quelque chose est complètement dysfonctionnant, c'est notre argent à tous qui est concerné. Donc vous êtes en droit de le signaler comme on le fait au service de tous et des patients. Voilà. Si ça répond bien, je peux pas faire mieux. Je vais laisser le docteur Schaeffer répondre rapidement, du coup. Oui, il y a quand même d'autres outils. Là, par exemple, sur les stands, j'ai vu qu'il y a la revue Pratique. Donc, Pratique, les cahiers de la médecine utopique, c'est une revue historique qui date de 1975. Ça a été les premiers à parler du Mediator en 1977. C'est et ils sont... Croiser les sources. Et oui, croiser les sources, c'est important. Donc, ça fait partie des rares revues indépendantes en France avec Exercer et puis Médecine. Et qui sont vraiment différentes. Enfin, là, l'éditorial de Pratique est vraiment... Enfin, là, ça redonne un petit peu le sens, je trouve. Ça repose beaucoup de questions. Et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce métier ? Qu'est-ce qui fait qu'on garde la flamme un petit peu d'animer, d'être dans le soin par rapport à plein de choses quand même qui sont compliquées dans le métier, et puis les conditions d'exercice ne sont pas toujours évidentes. Pour moi, ça, c'est vraiment, c'est une revue précieuse pour ça, pour moi, Pratique. Je vous invite vraiment à aller parler avec Anne, qui est là aujourd'hui. Vous avez, pour les groupes de pairs, on en parlait tout à l'heure, vous avez, si vous voulez être accompagné pour créer un groupe de pairs, vous avez une structure qui s'appelle la SFMG, dont c'est le but de favoriser les groupes de pairs. Donc, ils peuvent vous aider à, même vous accompagner à en faire un ou deux avant que vous soyez autonome. Moi, j'entends beaucoup parler quand même, quand j'interroge mes collègues de Prescrire ou autres, quand même, le groupe de formation qui revient le plus souvent quand même, c'est la SFTG qui est conseillée, qui travaille avec Prescrire depuis très très longtemps. Après, comme l'a dit Anne, il y en a bien d'autres, et sans doute qu'il y en a qui sont très bien aussi, mais je suis loin de connaître les 2500 groupes de formation existants. Et voilà. Et sinon, en fait, il y a aussi des espaces qui me semblent aussi importants de connaître. Par exemple, vous avez un collectif qui s'appelle Princeps, qui travaille aussi sur la surmédicalisation, sur le diagnostic, sur traitement. Et ils font un colloque de 3 jours en région parisienne chaque année. Et c'est un espace aussi de réflexion, de rencontre avec justement des professionnels de santé, surtout des médecins, mais pas que, qui sont sensibles sur ces questions d'indépendance ou de qualité des soins. Il y a les rencontres Prescrire aussi, qui sont organisées tous les 2-3 ans. Vous êtes les bienvenus à l'Assemblée Générale du Forum Indep, qui se déroule à la fin de l'année. C'est des espaces plus informels, mais qui peuvent servir pour se réencourager dans ces valeurs-là, faire du réseau, partager des connaissances. Il me semble que ça peut être vraiment utile. Je pense que nous pouvons remercier encore une fois chaleureusement tous nos intervenants pour avoir répondu à toutes ces questions et à cet atelier. La formation est l'un de nos enjeux en tant que professionnels de santé. Nécessité morale et légale, l'actualisation de nos connaissances doit pouvoir se faire dans de bonnes conditions et avec des références valides. En cela, il convient de rester indépendant et de confronter les différentes sources, comme ce qu'a pu vous dire le docteur Schaeffer, quand bien même elles proviendraient des autorités de santé ou d'organismes indépendants. Ainsi, nous pourrons espérer à continuer à soigner au mieux nos patients. Lorsque vous mangerez votre repas tout à l'heure, pensez un petit peu à moi, parce que vous risqueriez d'attraper les mêmes conflits d'intérêts. Bonne journée à vous.